Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Vous avez entendu aujourd'hui, c'est la grande nouvelle politique, le départ de l'ancien ministre de l'Environnement, ancien ministre de la Culture au fédéral, Stephen Guilbeault, un ancien fondateur d'Équiterre, un activiste écologique qui s'est embarqué dans la chose politique et qui finalement est obligé d'en sortir parce qu'il est un peu découragé. Je suis en compagnie de quelqu'un qui l'a bien connu, qui est une amie de la première heure, avec qui d'ailleurs il a fondé Équiterre, c'est Laure Varidel. Merci beaucoup d'être là, Laure. Merci pour l'invitation. Écoute, c'est fabuleux parce que ça tombe tellement bien aujourd'hui. Nous, ça fait longtemps qu'on a prévu de te recevoir aujourd'hui parce que j'aime te lire dans les pages opinion du journal. Souvent, nous sommes côte à côte d'ailleurs. Tu écrivais récemment Réveil au bout de la nuit où tu racontais ta nuit passée devant l'Assemblée nationale à militer pour Mères au front, qui est un organisme dont je suis, où on essaye de faire comprendre un peu à la société que les mères, mais aussi les pères, hein, il y en a. Absolument. Steve Gagnon fait partie, mais il y a plein d'autres gars qui font partie de Mères au front. Il y a Père au front, donc oui. Pour expliquer le lien important entre nous, nos enfants et l'environnement. Et tu écrivais des choses tellement magnifiques. Je me dis, il faut absolument que Laure vienne le dire à mon micro. Et là, il se trouve que Stephen décide aujourd'hui de quitter. Mais toi, tu savais un peu que ça se préparait. Ben oui, je le savais. Puis quand on cherchait avec Florence, ta recherchiste, une date, moi, je savais que ça s'en venait. Je me suis dit, OK, on va attendre que la nouvelle sorte pour que je puisse aussi en dire un mot. Parce qu'évidemment, qu'est-ce que t'en penses? Ben, est-ce que je suis pas surprise. Non, personne n'est surpris. Je pense qu'on savait. Non, je pense qu'il y avait de la misère depuis les derniers mois avec un Mark Carney qui a vite le mot oléoduc, en tout cas pas loin dans la bouche. C'est clair que Stephen Guilbeault pouvait difficilement rester, mais toi qui l'as bien connu, avais-tu été surprise qu'il aille en politique d'abord? Tu dis, je suis pas surprise qu'il en sorte maintenant, mais est-ce que tu es surprise? Ben, j'étais pas surprise qu'il y ait en politique. J'étais un petit peu surprise que ce soit avec le Parti libéral, j'avoue. Mais je savais que ça serait je pensais que ça serait au fédéral parce qu'il est intéressé aux enjeux climatiques. Puis on sait que le Canada étant un pays pétrolier, c'est là qu'on peut agir le plus. Puis c'est là que se font les grandes négociations internationales. Puis que ça donne un grand élan pour l'action climatique partout au pays. Fait que ça allait. Puis après ça, pragmatique comme il l'est, en même temps, c'est vrai que la probabilité qu'il puisse être dans une position où il prendrait des décisions, où il écrirait des règlements, où il écrirait des politiques à tout niveau, fallait choisir un des partis qui avait le plus de probabilité d'être au pouvoir. Puis évidemment, c'était pas les conservateurs. Puis c'est ça, je pense, qui est le plus choquant en ce moment. Puis Stephen l'avait déjà dit il y a quelques semaines, c'est que ce que Mark Carney est en train de faire, c'est des politiques conservatrices. Puis c'est pas pour ça qu'on a voté. Puis le Québec est en grande partie responsable de l'élection de Mark Carney avec l'Ontario. Là, on est la deuxième province qui a joué un rôle clé. Et on a beaucoup écouté Stephen nous dire que Carney allait être un bon premier ministre, qu'on pouvait lui faire confiance. Fait quelque part, je comprends Stephen aussi parce que nous, il sait qu'on lui fait confiance comme citoyen et citoyenne au Québec. Tu sais, on reconnaît Stephen comme quelqu'un d'intègre. Oui. Et en même temps, là, on regarde qu'est-ce que son gouvernement faisait, tu sais, et c'était absolument incohérent, alors que dans la plateforme électorale du Parti libéral, puis Stephen l'a mentionné dans des entrevues qu'il a fait récemment, 26 fois le mot climat est mentionné, pas une seule fois pipeline. Alors que maintenant, ce qui est en train de se faire, c'est une à une toutes les mesures qu'il a mis en place pour protéger le climat, pour s'engager dans une vraie action qui va faire du Canada puis du Québec une société meilleure et qui sera avantageux pour le Québec. Là, Carney, il agit juste dans l'intérêt de l'Alberta, pas du tout dans l'intérêt du Québec, parce que le Québec a intérêt à ce que le pays en entier, la planète en entière, passe à une économie libérée des énergies fossiles. Parce que nous, on n'en produit pas de pétrole, on produit pas de gaz. Au contraire, on a une longueur d'avance en hydroélectricité. Quand tu dis nous, c'est les Québécois, là. Oui, je parle du Québec. Fait que c'est là qu'il faut qu'on aille. Mais ce qui est en train de se faire, c'est juste dans l'intérêt de l'Alberta. Complètement. Mais c'est une des premières choses qu'il a dites quand la journée même où il est devenu premier ministre, il a parlé, il a dit je suis un Albertain.
Moi, ça m'avait frappé. Ouais. Je l'avais mentionné et chaque fois, il démontre qu'il l'est, effectivement. Mais est-ce que c'est l'échec de l'environnement sur l'économie? Est-ce que il faut le voir comme ça? Tu sais, si on pousse un peu le départ de Stephen Guilbeault, ça veut dire quand même, c'est symptomatique de quelque chose. Ah, clairement. Ça fait 30 ans qu'on parle d'environnement. Ça fait 30 ans qu'on s'égosille à parler d'environnement, qu'à chaque fois qu'il y a un sursaut économique, une crisette, l'environnement est encore repoussé dans le coin. On a d'autres choses à faire que s'en occuper. On verra quand ça ira mieux. Pour l'instant, c'est l'économie. C'est encore ça en ce moment, là. Mais c'est que c'est l'économie juste à court terme. Puis on le voit même avec la position de l'Agence internationale de l'énergie. Elle, ce qu'elle a dit, c'est qu'on va pas revenir en arrière sur les énergies fossiles. Puis d'ailleurs, là, le pipeline avec l'Alberta, là, le projet qu'ils sont en train de déréglementer, puis même l'achat qui a été fait du gouvernement fédéral pour Trans Mountain, c'est parce qu'il n'y avait pas d'investisseurs privés qui étaient prêts à mettre les milliards. C'est un projet qui devait coûter à peu près 5 milliards, qui finalement en coûte 34 là, de fonds publics. Là. Mm-hmm. On s'entend-tu qu'on aurait pu faire autre chose avec cet argent-là de plus intelligent pour aider les travailleurs? Faut se préoccuper des travailleurs dans ce secteur-là à passer à autre chose. Parce que l'Europe, là, avec la crise, tant avec l'Ukraine qu'avec ce qui se passe avec l'Iran, eux, ils ont compris que c'est pas vers le pétrole puis le gaz qu'ils vont aller. Ils sont en train d'investir massivement dans les énergies renouvelables pour avoir le plein contrôle. C'est une tendance qui est mondiale. Puis c'est ce que les grands spécialistes de l'énergie, des économistes, là, je parle pas d'écologistes, d'économistes de l'énergie disent l'avenir, il est aux énergies renouvelables parce que tu as un contrôle local puis tu n'as pas de problème de chaîne d'approvisionnement. De toute façon, on le voit. On a souvent Yvan Clich, par exemple, spécialiste de l'énergie à l'émission, puis chaque semaine, il nous rappelle que c'est pas parce qu'on est un pays producteur de pétrole, on le sait grâce à l'Alberta, que ça nous donne un avantage concurrentiel à la pompe. De toute façon, les gens le disent, voyons, on produit du pétrole au Canada, on paye le même prix que ceux qui payent le plus cher. On n'a pas d'avantage concurrentiel. Alors, les gens comprennent pas ça. Non. Alors, donc, d'une certaine façon, ceci explique cela. Pourquoi ne votons pas sur un autre modèle? Mais ce modèle-là, on nous dit tout le temps qu'il est pas payant, qu'il va amener des fermetures, des pertes d'emplois. Pourquoi le discours économico-environnemental ne percole pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est toujours l'autre, l'économique dur qui gagne? Le lobby pétrolier est extrêmement puissant. Celui qu'on subventionne. Celui qu'on subventionne. Ben oui, parce que le fameux pipeline Trans Mountain, c'est notre argent. On le subventionne. On subventionne de plein de manières. Mais les compagnies pétrolières aussi. Ben, absolument. C'est un non-sens, mais c'est parce qu'elles ont un lobby tellement puissant. Elles réussissent à entrer dans la tête de nos élus sans qu'ils se rendent compte sur le coup à quel point ils se font manipuler. Parce que vous savez, ils vont pas contacter, tu sais, ils écrivent pas sur du papier en tête d'Enbridge ou autre. Là. Ils passent soi-disant par des OBNL, soi-disant par des pseudo-scientifiques, soi-disant par des amis. Ils vont regarder, OK, c'est qui les contacts proches de tel politicien? Qui a une plus grande incidence sur cette personne-là? Ouais. Fait que, puis ça, on le sait. Puis là, c'est Catherine McKenna qui a fait une sortie, je pense, le mois dernier là-dessus. Parce que là, maintenant, elle en est sortie puis elle le voit. Elle voit des choses qu'elle voyait pas avant. Et qu'est-ce qu'elle disait, donc? Ben, ce qu'elle disait, c'est qu'elle parlait des compagnies pétrolières comme vraiment manipulatrices et malveillantes, puis qui agissaient juste dans leur intérêt à court terme. Puis tu sais, contrairement à la Norvège, parce que souvent on entend « Ah oui, mais la Norvège, elle s'en est tirée. » Mais la Norvège, ils ont un système qui fait en sorte que les redevances du pétrole retournent aux citoyens. Tandis que nous, là, ben l'Alberta, en fait, quand elle a fait ses deals, oui, il y a un peu de revenus qui retournent au fédéral puis qui retournent à l'Alberta, mais le gros du profit, ça va à des compagnies privées et à des compagnies américaines qui veulent pas qu'on sorte des énergies fossiles, qui ont envie qu'on continue dans le même sillon que Donald Trump. Et qui contribuent pas à la société canadienne. Non, vraiment pas. Dans Réveil au bout de la nuit, tu parlais de la richesse, puis tu disais la richesse, il y en a au Québec. Tu parlais entre autres du 4 milliards et demi là, que l'Iris disait, ça prendrait 4 milliards et demi pour que tous puissent couvrir leurs besoins essentiels au Québec. Mais tu disais, ce qui manque aussi, c'est pas l'argent dans le fond. C'est vraiment la volonté, le courage politique. Et tu t'écris, je vais te citer, le courage d'aller chercher la richesse où elle se trouve et de la redistribuer davantage. Et peut-être aussi notre capacité à ressentir encore la vie des autres comme liée à la nôtre. Parce que aucune richesse privée n'existe sans richesse publique. Je trouvais que c'était beau. Vraiment.
Mais quand on regarde les faits, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir des compagnies qui s'enrichissent? C'est parce qu'on a un système d'éducation, on a des routes, on a plein de ressources autour de nous, on a un système de santé, mais il faut en prendre soin de tout ça. Puis là, petit à petit, on le laisse s'étioler, puis on se compare à d'autres, mais regardons juste le système de santé où il y a des gros problèmes en ce moment, puis là, on a ouvert au privé et tout. Aux États-Unis, ils ont vraiment ouvert au privé. Ouais. Ils ont vraiment un système, tu sais, avec les gens doivent payer des montants, des fortunes en assurance aussi. Oui, et tout et ça. Les assurances, quand tu es capable de les payer. Mais l'État paye autant par personne que nous, si on regarde le vrai coût. Fait qu'ils s'économisent pas du tout collectivement. Ils payent 2 fois en taxes et en impôts et ils payent en plus leurs assurances privées quand ils ont les moyens de s'en acheter. Et sinon, ils payent quand ils vont à l'hôpital, puis plusieurs se font pas soigner. On est en train de virer comme ça. Mais c'est ça qu'il faut pas laisser faire. Faut se réveiller. Puis tu sais, dans le fond, mon texte est réveillé. Tu sais, faut un appel au réveil sur les questions environnementales, mais c'est aussi sur les questions sociales parce que ça va ensemble. Puis on est tellement plus riche en partageant. On devrait retenir ça de la Révolution tranquille qui nous distingue au même titre que notre langue. On a une capacité à se... Tu sais, il y a peu de degrés de séparation entre chacun de nous au Québec. Fait que ça veut dire qu'à partir du moment où on a décidé quelque chose, qu'on a une bonne idée, puis qu'on la met en œuvre, qu'on y croit, qu'on se fait confiance, puis qu'on dit « OK, let's go », on peut faire des grands changements rapidement. Faut arrêter de regarder du côté des États-Unis ou de l'Ontario parce qu'on veut pas être comme eux de toute façon. Regardons-nous, qu'est-ce qu'on veut être, comment on veut être. Est-ce que tu sais ce que Stephen Guilbeault va faire pour la suite? Moi, je suis sûre qu'il va continuer à s'impliquer pour le climat, pour l'environnement, parce que c'est son ADN. Comment il va le faire exactement, on va le voir. Il va certainement l'annoncer dans les prochains temps. Pas très spécifiquement, mais je voulais pas trop en savoir non plus, parce que moi, je suis quelqu'un de très loyal et très fidèle aussi. Fait qu'il y a des choses que je me suis j'aime mieux pas savoir pour pas risquer de dire des choses que lui doit annoncer. Ouais. Laure Varidel, merci de nous ramener à notre humanité. Merci bien. Isabelle. Puis de nous rappeler que, comme tu le dis, il est temps de se rappeler qu'en partageant, on est tous plus riches et surtout plus heureux. Tellement toutes les études en sociaux l'ont démontré. C'est tellement clair. Laure Varidel, merci beaucoup, sociologue, environnementaliste. On te lit, bien sûr, comme d'habitude, dans les pages d'opinion du Journal de Montréal, Journal de Québec. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Mike Ward est avec nous. Restez là, tout le monde.